Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie 1, Directeur Export. On ne voit bien qu'avec son cœur. Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. Je souhaite vous faire découvrir les différentes facettes de ce métier entièrement orienté sur l'international, l'ouverture sur l'autre. Il faut s'adapter sans renier ses valeurs. 1. La famille. Ma chère femme, mes chers enfants. Ce livre est le vôtre. Tout d'abord, je souhaite que vous puissiez comprendre ma démarche, mes absences. Oui, ce métier est tuant, exténuant. Oui, ce métier est fait d'astreintes. Je dois souvent être absent le week-end. Je prends souvent l'avion le vendredi, en particulier quand je voyage sur le Moyen-Orient car ce jour est férié sur cette zone géographique. Je dois être opérationnel dès le lendemain, à mon arrivée. Oui, quand je rentre, je suis fatigué. Je ne vous écoute pas forcément, je souhaite m'enfermer, rester à la maison. Alors que vous m'attendez pour me raconter votre vie, vos soucis, vos envies. Vous m'attendez pour sortir, pour voyager aussi pendant les courtes vacances que nous avons ensemble. 2 semaines l'été, et je travaille souvent le soir ou le matin, 1 semaine l'hiver. Quand je rentre, j'ai toujours l'esprit ailleurs, et je prépare mes prochains déplacements. Ma vie est ainsi faite. Vous pensez parfois que je ne suis pas là. Or je suis là. Même si ma pensée n'est pas avec vous à l'instant T, je pense à vous. Mon absence est réelle avec plus de 250 jours à l'extérieur, sans vous. Oui, les communications modernes se sont développées. Au début de ma carrière, il y avait le téléx puis le télécopieur et maintenant Internet. Le téléphone portable a aussi beaucoup aidé. Je peux donc vous parler. À travers Skype, il est même possible de nous voir, bien que de nombreux pays ne le permettent pas ou bien aient un débit Internet beaucoup trop lent. Je ne suis pas un exemple mais tout directeur export doit voyager, être proche des clients, prospecter, ouvrir de nouveaux marchés. L'absence pèsera toujours. À travers cette lettre, je souhaite vous faire partager la vie réelle du directeur export. La famille est primordiale dans ce métier. Comme pour le militaire, la famille est une racine, un arbre auquel il est possible de se rattacher. Sans famille, le directeur export dérive et n'a plus de racines. Pour autant, la femme et les enfants sont sacrifiés. Il est indispensable que cette absence soit comprise et même acceptée. Si l'absence devient un sujet de dispute, de discorde, la famille éclatera. On l'aura compris. Le pivot de la famille dans ce cas est l'épouse. C'est elle sur qui tout repose. L'intendance, tenue de la maison, de l'agenda, suivi et même gestion des dépenses du ménage, l'éducation des enfants, sa disponibilité quand on est de retour, c'est son lot quotidien. Elle doit aussi être ouverte sur le monde afin de pouvoir dialoguer avec vous. Son temps est différent du vôtre. Vous êtes en représentation en permanence avec un degré de stress de plus en plus grand. Gestion du temps, préparation des voyages, négociation, contrôle de sécurité dans les aéroports et même les hôtels. Votre femme se substituera aussi au père. Elle aura donc le rôle de la maman, mais aussi du papa au niveau de vos enfants. Autre problème, quand vous rentrez. Vous êtes de passage et souvent aux yeux de vos enfants vous paraissez comme l'intrus, au moins pendant les 24 ou 48 premières heures de votre retour. La famille s'était organisée en votre absence et tout allait bien. Vous rentrez et vous détruisez donc cette harmonie. Naturellement, votre épouse et vos enfants vous attendent et souvent montrent leur joie, car un papa est toujours un papa. Vous serez même souvent plus cool que maman, qui doit jouer votre rôle pendant votre absence, donc c'est super. Oui, mais vous perturbez l'équilibre, vous remettez en cause une organisation, et lorsque la nouvelle organisation que vous imposez s'établit, vous repartez. Une anecdote. Lorsque ma fille était toute petite, 1 an, elle avait peur de moi lorsque je revenais car j'étais le seul homme qu'elle voyait et j'étais un réel intrus. Heureusement, peu à peu, le lien affectif l'a emporté. Le plus important, et ma fille et mon fils l'ont compris, c'est qu'ils peuvent compter sur moi en cas de coup dur. Comment faire lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils veulent se confier ou bien de l'aide dans un devoir à rendre pour le lendemain quand leur père est à 10 000 km avec un décalage horaire? Tout repose sur l'épouse. Il faut donc que votre épouse ait cette force de caractère, cette rigueur, cette organisation mais aussi et surtout une ouverture d'esprit exceptionnelle. Elle devra gérer la maison et impulser la vie dans la famille.
Un rôle important mais combien difficile. Alors si effectivement votre épouse arrive à faire cela, votre couple sera fort, indestructible. Je souhaite aussi souligner que certains pays, j'y reviendrai plus tard, sont dangereux. Vous prendrez des compagnies aériennes blacklistées, sans sécurité. Naturellement, votre entreprise ne le demandera pas, ou même vous l'interdira. Mais parfois, il n'y a pas d'autre solution. Certains pays n'ont plus d'État, n'offrent plus de sécurité, même à leurs propres citoyens. Dans ces cas, votre épouse s'inquiétera. Elle ne vous le dira pas et devra donc tout prendre pour elle, en elle, dans sa conscience et dans son inconscient. Enfin, il faut s'interroger aussi par rapport à sa famille. Que reste-t-il de moi? De ce que j'ai fait? Il faut prendre en compte le risque de ce métier. Le risque ultime est de ne pas revenir. Cette extrémité doit être prise en compte par votre épouse et vos enfants. Il ne s'agit pas d'être pessimiste mais réaliste. Il est donc impératif d'expliquer votre métier, les risques à vos proches. Il faut aussi expliquer votre passion à découvrir le monde, à défricher, à ouvrir de nouveaux marchés. À écouter, à comprendre d'autres cultures. Il faudrait aussi, j'emploie le conditionnel car je sais que cela est très difficile, prendre du temps pour vos proches. Durant les week-ends où vous êtes en famille, il faut déconnecter. Certes, je coupe toujours mon portable, mais je dois quand même vérifier et répondre aux emails 1 ou 2 fois par jour. N'oublions pas que le monde est fait d'une multitude de cultures, de plusieurs fuseaux horaires. 2. Les astreintes. Tout métier a des astreintes. À l'export, être disponible est le plus important, donc être absent de chez soi. Un prospect vous jugera sur votre capacité à vous adapter à la demande de son marché. Il serait assez mal vu de décaler à l'infini la visite d'un marché. Les habitudes changent d'un secteur à l'autre mais un client stratégique doit être visité au moins 2 fois par an. Cette disponibilité reflète plusieurs facettes. Voyager le week-end. Exemple. Un avion long courrier pris le samedi ou le dimanche pour être opérationnel dès le lundi. Sur certains pays, il faut prendre le dernier avion le soir ou le premier avion le matin avec, dans ce cas, un réveil à 3 ou 4 heures du matin. Sur le Moyen-Orient, l'avion sera pris le vendredi ou à la rigueur le samedi pour être opérationnel le premier jour de la semaine. Répondre rapidement aux appels téléphoniques et aux demandes. Vos concurrents le font. Répondre rapidement aux emails, ce qui induit la consultation régulière de sa boîte email, y compris le samedi et le dimanche qui sont des jours travaillés dans de nombreux pays. Vos concurrents sont des Allemands, des Chinois. Être réactif au niveau de vos comptes rendus de visite, offres commerciales, envoi d'échantillons. Vos concurrents n'attendent pas. Communiquer avec vos collaborateurs, dont chef de zone, assistant sédentaire, directeur de filiale, mais aussi au sein de l'entreprise. Le directeur export fait partie d'une équipe. Souvent en haut de la hiérarchie, normalement rattaché directement au président ou au directeur général, le directeur export doit répondre aux sollicitations de tous les collaborateurs de la société. Malheureusement, sa faible présence au sein de l'entreprise n'aide pas à la communication. Les astreintes sont donc multiples mais finalement font ressortir 2 qualités indispensables. La disponibilité. L'organisation, donc la rigueur, la gestion du temps, la planification, bien que celle-ci soit très difficile car l'emploi du temps est mouvant avec la nécessité de s'adapter aux urgences. L'emploi du temps doit donc être préparé, travaillé. Les voyages longs, incluant plusieurs pays, voyages de prospection ou de suivi, doivent obligatoirement être programmés 2 à 3 mois à l'avance. L'obtention des visas exige un délai et parfois même les réservations d'avions et d'hôtels. Ces voyages stratégiques posés, il restera des jours de libre. Ces jours seront consacrés à l'administratif, à la présence au bureau, aux relations clients mais aussi aux voyages plus courts ou bien gérés dans l'urgence. Ces voyages urgents peuvent concerner un problème commercial dans une filiale ou le risque de perte d'un client suite à un problème de concurrence. Il s'agit de subir le moins possible et d'anticiper le plus possible. Alors oui, je ne suis pas présent à la rentrée scolaire de mes enfants. Je n'ai fait que celle de leur toute première année de maternelle, mais j'espère pouvoir être présent à l'entrée au collège puis au lycée. L'astreinte détruit les liens familiaux.
Cela vous fera paraître comme l'original, voire le paria. À vous et à vos proches d'être plus forts. 3. S'organiser. Il faut prévoir, s'organiser. Si votre prospect ou votre client voit que vous êtes rigoureux et que vous savez vous organiser, il aura confiance en vous. Organiser son voyage, le programmer à l'avance. S'occuper de son passeport n'est pas une mince affaire. Il faut faire attention à la validité et au visa déjà présent. Ainsi l'Arabie Saoudite et le Liban refusent tout passeport contenant un tampon d'Israël. S'il est possible d'aller au Pakistan avec un passeport comportant un visa pour l'Inde, l'inverse sera plus délicat. Le mieux est d'obtenir auprès de votre préfecture 2 passeports, l'un professionnel, l'autre personnel. Il faut aussi s'occuper de son avion. Quelle compagnie dessert le pays où vous souhaitez vous rendre? Quels horaires sont proposés? Les vols sont-ils directs ou avec escale? Les hôtels doivent être réservés. Quelle est leur situation géographique par rapport au rendez-vous ou par rapport à l'aéroport ou au site protégé dans les cas de pays difficiles, instables? Les rendez-vous avec les prospects et ou les clients doivent être programmés. Vous n'êtes pas seul. Les agences de voyage orientées sur la clientèle affaires, qui ne sont pas obligatoirement les grosses agences, mais aussi vos prospects et ou clients peuvent aussi vous aider. Il faut aussi prendre en compte votre budget. En tant que directeur export, vous êtes aussi gestionnaire. Vos dépenses doivent donc être contrôlées et encadrées. Organisez sa visite. Avez-vous un seul client ou prospect à visiter? Plusieurs? Combien de jours faut-il rester? Combien de fois faut-il voir son ou ses clients pendant un voyage? Faut-il visiter des magasins ou ses revendeurs? Comment l'aider au maximum? Jusqu'où aller dans la relation, repas? Sortie? Faire le suivi de sa visite. Le compte-rendu de visite est indispensable. C'est la trame écrite de ce que vous avez négocié. C'est la preuve de l'accord, ou du désaccord mais en laissant une ouverture sur une négociation future. Ce compte-rendu vous servira à la relance et à l'organisation de votre prochaine visite. Il sera le point de départ de vos nouvelles discussions, négociations. Faire le compte-rendu de votre visite à votre supérieur hiérarchique, pour expliquer et justifier votre déplacement. Faut-il continuer sur ce pays? Avec ce prospect et ou ce client? S'orienter sur un autre prospect? Mettre en stand-by le pays? Le stopper? C'est à vous de défendre votre vision et de justifier vos actions. Il faut vous battre sur des faits, mais aussi sur votre intuition. Vous n'êtes pas un administratif. Vous êtes sur le terrain. Vos décisions seront entérinées ou non par votre supérieur hiérarchique, mais vous devrez défendre votre expertise. Attention cependant car vous n'avez pas le droit à l'erreur. L'export c'est un investissement. Cela ne doit pas devenir une dépense pour l'entreprise. La nuance est de taille. Si vous ne vous défendez pas ou si plutôt vous défendez des causes perdues, la confiance disparaîtra. N'oubliez pas, vous êtes autonome dans vos actes mais vous devez rendre des comptes. Enfin, il faut aussi que vos collaborateurs participent à votre action en expliquant votre vision, vos décisions et ou vos doutes. Votre équipe sait que vous êtes un homme de terrain. Ils doivent être partie prenante avec vous, dans l'action. Cette communication est primordiale. Si vous ne faites pas participer vos collaborateurs, si vous les tenez à l'écart, votre action sera soumise à l'échec. Sans votre vision, vos collaborateurs ne peuvent pas comprendre pourquoi il est si urgent, par exemple, d'envoyer une offre, une pro-forma. Un document pro-forma est fourni avant la conclusion d'une transaction. Il est utilisé comme modèle. Ce sera, dans le cas de l'export, un projet de facture reprenant toutes les informations de la facture finale qui ne pourra être émise qu'à l'expédition de la marchandise. Une fois la pro-forma acceptée par la contrepartie, elle ne peut être modifiée par la suite, ou bien une nouvelle pro-forma devra être émise. Sans vos explications, vos collaborateurs ne pourront pas comprendre pourquoi un pays peut devenir stratégique pour votre entreprise. En même temps, vous êtes absent, peu souvent au bureau et quand vous y êtes, vous êtes assailli par les autres services pour recueillir votre avis sur un nouveau produit, un nouveau packaging, sur la résolution d'un litige. Une note de synthèse rédigée et transmise tous les trimestres peut suffire et devenir le fil conducteur d'une réflexion et de demande de la part de vos collaborateurs.
Une autre solution complémentaire peut consister en un repas avec votre équipe. Il y a des solutions. Il faut les trouver et les faire vivre. Naturellement, vous êtes le décideur et une fois que votre décision est prise, elle doit être appliquée. 4. L'autonomie. L'autonomie fait souvent rêver. C'est à vous de la gagner. Il faut gagner la confiance de votre supérieur hiérarchique, de vos actionnaires. Comment ? Par votre expertise. Par votre présence sur le terrain. Par votre rigueur et votre intégrité qui doivent être absolues sur tous les domaines. Tout homme est faible. Tout le monde fait des erreurs, et cela ne doit pas vous bloquer, au contraire. L'on apprend en se trompant. Votre client peut changer tout comme vous. Les relations humaines sont faites ainsi. La communication est primordiale, mais votre interlocuteur peut être faux ou le devenir. Seule votre présence sur le terrain, votre flair et votre culture, donc votre ouverture d'esprit, pourront faire la différence. Cette autonomie que vous visez, vous devrez la conquérir et en permanence prouver non seulement aux autres, mais à vous-même que vous êtes digne de l'avoir. Vous êtes l'ambassadeur, le patron de votre entreprise à l'étranger. À 10 000 km de votre siège, alors qu'il fait nuit à Paris, vous devrez prendre des décisions. Même si l'on peut toujours demander un délai sur des questions stratégiques. Cela constitue d'ailleurs une obligation pour paraître sérieux vis-à-vis de votre interlocuteur. Il faut montrer que vous êtes le décideur. Sinon vous serez décrédibilisé. Aux Émirats arabes unis, comme souvent au Moyen-Orient, j'ai dû m'imposer vis-à-vis de notre client qui me pressait de plus en plus au niveau des conditions commerciales. Un soir j'ai joué quitte ou double en lui disant « J'apprécie votre présence mais je ne peux plus accepter les remises que vous exigez. Elles sont contraires aux pratiques commerciales de notre société et nous mettent même en danger. Donc demain matin je vous attendrai à l'hôtel à 9 h. J'espère que vous y serez. Si vous n'êtes pas présent, je considérerai que notre relation est rompue. J'étais jeune et j'ai pris des risques mais cela a fonctionné. Je pense que je ferai preuve maintenant de plus de diplomatie car sur ces pays, il faut être ferme mais sans faire perdre la face à votre interlocuteur. L'autonomie, vous l'aurez donc rapidement. Vous serez seul. Le métier de directeur export est très ambigu. Vous serez seul au passage de la frontière, seul à attendre cet avion qui n'arrive pas, seul dans le taxi à 3 h du matin qui vous amène à l'hôtel après un vol où vous n'avez pas pu dormir alors qu'à 9 h vous avez votre premier rendez-vous, seul à prendre une décision stratégique. Vous vivrez donc seul. En même temps, cette solitude sera votre retraite et vous permettra de vous reconstituer, tout comme votre famille vous aidera aussi à retomber sur terre. N'oubliez jamais votre famille, votre racine, votre arbre, votre pilier, vos collaborateurs. Vous faites partie d'une entreprise. Celle-ci constitue aussi une sorte de famille, votre point de chute. Si vous ne supportez pas la solitude, ce métier n'est pas pour vous. En même temps, vous êtes attendu par vos clients, vos directeurs de filiales. Vous serez meneur de négociation, décideur. C'est cette négociation qui est passionnante dans ce métier. 5. En amont de la négociation. L'adrénaline est nécessaire, indispensable. C'est la phase de la négociation qui est la plus passionnante, car c'est un aboutissement. La préparation doit être sérieuse. C'est ici où tout s'enchaîne. Vos collaborateurs vont vous aider à la préparation de votre voyage en collectant les informations sur le marché et la concurrence. Leur participation est indispensable. À travers vos autres expériences, votre vécu, vous allez aussi pouvoir appréhender cette négociation mais c'est surtout votre présence sur le terrain qui va vous permettre de comprendre le marché et de répondre, voire d'anticiper ses attentes. Vos dossiers comprendront les comptes rendus de vos dernières visites, les litiges en cours, les accords commerciaux, les budgets engagés, l'analyse du chiffre d'affaires et l'évolution de celui-ci sur plusieurs années et sur l'année en cours, l'analyse de la marge net, l'analyse des ventes par produit. Ce travail sur dossier avant le départ est indispensable. Une fiche de synthèse sera rédigée par vos soins pour avoir une vision claire des objectifs de votre rendez-vous, et aussi avec les moyens de contrer éventuellement des oppositions de votre client. Sur cette fiche vous aurez, en quelque sorte, le dossier synthétique,
ce qui constituera une clé d'accès à une information plus détaillée que vous saurez retrouver facilement et rapidement dans le dossier complet. Plus en amont, dans le cas d'une prospection, il existe plusieurs pistes. Si l'on s'oriente sur la prospection, les chambres de commerce et d'industrie, CCI, dans le pays où vous vous rendez, les services économiques auprès des ambassades ou UbiFrance pour les pays jugés plus stratégiques par la France, les conseillers du commerce extérieur, CCE, mais aussi vos propres établissements financiers, dont Natixis, aide export du CIC, peuvent vous proposer leurs services. Le plus important est de bien définir vos cibles. Recherchez-vous un importateur ou un distributeur qui vous permettrait de tester le marché, pour ensuite trouver un fabricant? À quel terme? Pouvez-vous vendre directement à la grande distribution ou bien devez-vous offrir une solution clé en main, avec stockage, livraison, mise en rayon, animation des produits? Il faut déjà savoir quelle cible vous souhaitez atteindre avant d'approcher les organismes qui peuvent vous aider. La disparition des missions économiques a été, à mon avis, une erreur grave. Les petites et moyennes entreprises françaises qui veulent exporter ne sont pas assez aidées, conseillées, voire prises en charge. L'approche d'UbiFrance reste malheureusement superficielle dans de nombreux pays. Le problème est la difficulté pour les agents, souvent contractuels, de s'adapter à votre demande. Si votre entreprise est organisée, connaît bien ses produits et finalement l'export, UbiFrance ne sera pas assez pointu au niveau des offres. Le test sur l'offre proposée par UbiFrance est une bonne idée, mais malheureusement il s'apparente souvent à un envoi de documentation ou d'échantillons aux entreprises sélectionnées, puis à un entretien téléphonique. Mais comment sont sélectionnées les entreprises? Par qui? Souvent l'entreprise n'est pas visitée. S'il y a un intérêt, UbiFrance proposera une mission de prospection. Il faudrait que l'agent d'UbiFrance connaisse un minimum le secteur sur lequel vous évoluez et le type de client que vous souhaitez trouver. Il doit vraiment rencontrer le prospect en tête-à-tête. L'entretien téléphonique ne remplace jamais un entretien de visu. C'est à travers l'entretien qu'il est possible de voir l'entreprise, ses installations, ses dépôts, sa structure commerciale, son organisation. Cette entreprise est-elle ouverte ou fermée? L'interlocuteur qui est en face de vous, est-il le vrai décisionnaire? La solution des banques peut être plus pertinente, car vous devriez être en position de pouvoir plus exiger des résultats tangibles. D'autant plus que les banques connaissent les capacités financières des prospects qu'elles sont censées vous faire rencontrer. Ce point est important car dans de nombreux pays il est quasiment impossible pour la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, COFAS, de délivrer des garanties, faute de publication des comptes ou pour cause d'instabilité politique ou économique. La COFAS, fondée en 1946, a été privatisée en 1994 et est aujourd'hui une filiale à 100% de Natixis, Banque Populaire et Caisse d'épargne. La solution d'un volontariat international en entreprise, VI, n'est envisageable que si une première prospection a montré un intérêt. Il n'est pas envisageable de lancer un VI dans la nature sans préparation et sans suivi, encadrement au niveau local, dans le pays d'affectation. À moins que vous n'ayez votre propre filiale, la solution peut venir d'un parrainage du VI par un conseiller du commerce extérieur. Un autre problème qui peut se poser est le coût du VI. Selon les pays, le coût peut être élevé. Par exemple, aux Émirats arabes unis, l'employeur doit prendre en charge l'hébergement. Concernant les aides à l'export, elles existent. Outre les aides régionales, il était possible, jusqu'en 2012, de bénéficier de SIDEX qui englobait la prospection ou la signature de contrats. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.